Bonjour et bienvenue sur mon podcast Le chemin du cœur. Ici, je souhaite me mettre au service de mon cœur et de mes inspirations pour vous proposer des pistes de réflexion et des partages qui touchent le cheminement intérieur. Je souhaite ouvrir des portes pour aborder des thématiques autour de la guérison, de l'ouverture du cœur et du fait de suivre cette petite voix à l'intérieur qui nous guide. Je m'appelle Céline, je suis infirmière depuis 2018 et je travaille dans le milieu médical depuis 2014. Je suis également maman de 2 enfants. Depuis 2010, j'ai entamé un cheminement intérieur qui m'a permis de m'ouvrir à la vie après avoir été emprisonnée pendant plusieurs années dans l'anorexie et la boulimie. J'ai pris ce chemin vers mon cœur et je souhaite pouvoir vous inviter alors dans mon univers. Belle écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec ma chère Anne Tanadoulan, que j'ai vraiment beaucoup de joie à interviewer ici sur mon podcast. Donc cet épisode, il s'appelle l'art d'écouter avec son cœur et je pense qu'au fur et à mesure que vous écoutez cet épisode, ça fera sens aussi pour vous, j'espère. Donc Anne, je l'ai rencontrée en fait sur les réseaux sociaux parce que j'ai réfléchi d'où vient notre rencontre et puis je pense que ça s'est fait vraiment spontanément, naturellement. On se parlait sur Instagram et puis notre lien s'est construit, nos partages, on s'est même rencontrés dans ce lieu magnifique du restaurant Tennis Club chez Marie à Grange-Marnon et à la fin t'expliqueras aussi ce que tu proposes là-bas et puis c'était un moment magique de cœur à cœur et puis je trouve très inspirant tout ton parcours et j'espère vraiment qu'à travers cet épisode ça va inspirer d'autres à suivre leur cœur, à continuer à explorer qui ils sont en tant que soignants, en tant qu'humains et puis donner des pistes de réflexion quand on fait face à un deuil aussi. Puisque toi, Anne, donc tu as été infirmière pendant une 20aine d'années et tu as fait tout un cheminement intérieur pour devenir doula. Et puis tu vas nous expliquer aussi au fur et à mesure ce qu'est une doula, ce qu'elle propose et puis ce parcours qui t'a construite en tant que personne aujourd'hui. Donc voilà comment j'introduirais cet épisode. T'as envie de te présenter tout de suite aussi au niveau de ton parcours ou est-ce que t'as envie de commencer par une autre entrée? Voilà, le micro est à toi. Bonjour à tous, bonjour Céline Jessica, je suis vraiment honorée et puis je te remercie de me donner la possibilité de témoigner aujourd'hui. Et puis comme introduction, puisque tu disais... tu te souvenais comment on s'était rencontrés. Moi, je me souviens aussi avoir gagné un concours que tu proposais sur Instagram, déjà d'abord pour un soin poétique du cœur et par la suite pour gagner ton livre Appel à la vie. Oui, c'est vrai, c'est juste. Oui, merci. Et puis, je pense que ça nous a permis de s'ouvrir encore plus l'une à l'autre aussi. Et puis du coup, est-ce que tu as envie de commencer par nous expliquer pourquoi est-ce que tu es devenue infirmière déjà? Est-ce que tu as pris ce parcours en tant que soignante? Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, dans l'enfance, j'ai été amenée à pratiquer certains soins auprès de ma sœur qui était polyhandicapée. Par exemple, j'effectuais ses pansements post-opératoires, j'étais constamment aux aguets pour signaler ses crises d'épilepsie, elle était épileptique. En fait, j'essayais vraiment de la protéger de la méchanceté des humains, des jeunes ou des moins jeunes, qui, me semble-t-il, posaient sur ma sœur un regard critique et des paroles blessantes. Donc j'ai adopté très tôt la position protectrice, sauveuse, et je brandissais un énorme bouclier devant nous, afin que personne ne lui fasse du mal. Donc c'est avec elle que j'ai commencé à apporter mon aide et mon soutien à des humains qui en avaient besoin. Et tout naturellement, je me suis décidée à devenir soignante. Donc à 16 ans, je trouve une place d'aide-soignante dans un EMS à Yverdenois.
Ce stage dessine vraiment mon entrée en matière dans l'accompagnement de personnes en vie, mais aussi mourantes ou décédées. Et je me souviens de Madame T, qui a été la première, je m'en souviens très bien, comme si c'était hier. Avec une collègue aide-soignante, on a fait sa toilette mortuaire. Une toilette complète et non partielle. Il y en a qui comprendront. Donc, nous avons bouché son anus avec du papier de toilette, remis ses dents avec une très grande difficulté, bandé sa tête, installé une mentonnière, et je me souviens vraiment que c'était un dispositif en plastique rigide avec des espèces de crocs comme ça, acérés, qui lui rentraient dans la peau et qui la blessaient. Après ça, nous avons poussé son lit grinçant dans les couloirs froids et sombres jusqu'à la morgue. Et ce jour-là, je me souviens avoir eu peur, très peur même de la mort. Je me souviens de cette soignante qui me parlait de ses enfants, comme pour peut-être, je pense maintenant, couper les émotions qui auraient pu la traverser. Je me souviens avoir imaginé tout et son contraire. Je me souviens avoir pleuré, seule, une fois rentrée chez moi. Une année de stage et plusieurs décès plus tard, je rejoins le cours préparatoire aux écoles paramédicales à Lausanne. Et puis c'est à cette époque que je rencontre mon mari, Raphaël, avec qui je continue à partager ma vie aujourd'hui. Voilà, on avait 17 ans. Et à l'issue de cette formation, je me présente aux examens d'entrée à l'école d'infirmière de Champierre à Lausanne et je ne suis pas retenue. Voilà. Donc dans la foulée, je choisis de m'inscrire à l'école de soins infirmiers de Morges, d'infirmière assistante. Et je suis donc le cursus... c'est un peu comme... Enfin, c'est la même chose que maintenant les ASSC, l'apprentissage d'ASSC. Ouais. Bon, une fois mon certificat en poche, j'exerce en soins aigus, puis chroniques, parce que gentiment, on veut plus les infirmières assistantes dans les hôpitaux. Donc, je décide assez vite, après 2 ans, de compléter ma formation pour obtenir le diplôme d'infirmière en soins généraux. Voilà, après mes examens finaux, l'hôpital de Saint-Loup me propose de m'engager. Je vais y exercer pendant plus de 10 ans, avec une pause choisie de quelques années, 3-4 ans pour m'occuper de mes 2 garçons. Et en février 2015, ma petite sœur rend son dernier souffle. Elle est à l'aube de ses 40 ans. Malgré un pronostic vital engagé depuis sa naissance, son décès est vraiment subi. Nous n'avons que quelques heures pour l'accompagner et lui dire au revoir. Ça fait 10 ans maintenant, du coup. 2015, ça fait 10 ans, ouais. Exactement. Ouais. Ben, quel sacré parcours où tu as dépassé aussi tes peurs et tu es allé toujours creuser au plus profond de toi-même et presque seule en fin de compte parce que tu n'avais pas quelqu'un pour t'accompagner vraiment à le faire. Hein. C'était vraiment quelque chose d'un chemin où je fais confiance à quelque chose de plus grand et que ça me guidera où ça doit. Et ouais, exactement. c'est ça aussi. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que mes parents étaient préoccupés aussi beaucoup à s'occuper d'Emmanuel. Oui. C'est vrai, t'as cherché ta place dans tout ça, hein, j'imagine. Ouais. Oui, mais j'ai été aidée. Oui. Comme tu le dis. Voilà, après coup, tu comprends. Je comprends. Et puis, alors que ma sœur est dans le coma, elle me serre la main. Lorsque je lui dis « Ma sœur chérie, tu as assez souffert. Tu peux aller rejoindre ton petit Jésus maintenant. » Elle était très croyante. Avec un papa pasteur, ça aidait. Et je lui dis aussi, ne t'inquiète pas pour nous, tout va bien se passer. Je t'aime de tout mon cœur. Et en chemin vers un au-delà, Emmanuel m'a senti, elle m'a entendu, en me serrant la main. Mes mots, mes gestes, ma présence à elle, à moi, nous ont aidés, accompagnés. Depuis qu'elle est morte, je ne la vois plus, bien sûr, je ne la touche plus, mais je la ressens dans mon cœur. Je lui parle chaque jour. Je lui demande conseil, courage et soutien. Elle est là, hein, aujourd'hui, maintenant. C'est bien. Ah bah, bienvenue. Parfois, je l'entends me dire « Ne t'inquiète pas, ma sœur, aie confiance, tout va bien se passer, je t'aime. » En fait, je me rappelle avec vraiment une grande humilité que c'est les mots que je lui ai dit
que je lui ai chuchoté à l'oreille lorsqu'elle rendait son dernier souffle. Oui. Elle est importante à ma vie, à mon incarnation. Et puis pour ceux qui nous écoutent, qui auraient aussi perdu un être cher et parfois qui doutent de cette présence dans leur cœur, est-ce que tu aurais envie de donner comment est-ce que tu le ressens dans ton cœur que pas forcément une confirmation que c'est elle, mais comment c'est dans ton cœur quand tu la sens? C'est chaud, c'est lumineux, c'est réconfortant, c'est apaisant. Oui. C'est un état de béatitude. Ok. Ouais. Et puis tu penses à elle, donc tu sais que, en fait, tu ressens, c'est quelque chose de connu. C'est comme si tu connais cette énergie, en fait. Tu la reconnais. Oui, Ouais, je la reconnais exactement. Ouais. Elle fait partie de moi. Oui. Mais de temps en temps, je la convoque aussi. Oui, oui. Justement, c'est bien parce que ça permet d'enlever ces croyances qu'on dérange aussi, qu'on dérange les morts, qu'on dérange ceux qui sont partis finalement, puis que quand ils sont là pour nous aider, on peut le recevoir et l'accueillir aussi, cette aide et cet amour. Ouais, vraiment, cet amour inconditionnel. Ouais. Et j'ai envie de te dire, en fait, ça va paraître un peu spécial, mais c'est comme ça que je le ressens. Ils demandent que ça, en fait. Ouais. En tout cas, dans l'amour. Oui. Mais d'âme à âme. Et puis surtout ceux qui l'ont choisi, parce que j'imagine il y a des âmes qui continuent leur route ailleurs, que c'est pas leur, entre guillemets, mission, mais ce qui les appelle. Mais certaines âmes sont là pour ça comme des guides aussi. Alors, tout à fait. Ouais, oui. Ouais. En tout cas, pour moi, j'ai la chance vraiment qu'Emmanuel ait certainement choisi de me guider dans mon incarnation aujourd'hui. En tout cas, t'es toute lumineuse. Si vous étiez là, vous verriez Anne toute rayonnante et ouais, ça fait chaud au cœur. Et du coup, donc ton point de bascule dans tout ça, il y a eu un point de bascule. Est-ce que ça a été une rencontre particulière ou voilà, parce que là, tu nous as parlé de ce parcours en tant que soignante, ton lien avec ta sœur, et puis la vie a continué, les rencontres se sont faites, et il y a eu des moments de questionnement. Quel a été ce point de bascule pour toi dans ta vie? Oui, je m'en souviens très bien. C'était, je vais dire, un peu le début de ma deuxième vie ici, sur Terre. Donc, c'était en juin 2021. Je me suis inscrite à un stage d'une semaine proposé par Elodie Maza. Tu la connais, elle est de formation ambulancière et aujourd'hui elle est médium. Et puis le stage s'intitulait « À la rencontre au cœur du soi ». Il avait lieu au domaine de Notre-Dame de la Route à Villars-sur-Glâne. Et puis, à un moment donné, durant ce stage, je me suis confiée à 2 participantes. On était une vingtaine quand même. Je me confiais sur mes difficultés, mes questionnements, mes incompréhensions face à la gestion de la pandémie de Covid. Et aussi, surtout, mon impossibilité de prendre en soin les résidents et leurs proches. Avec humanité et humanitude qu'on prônait beaucoup, mais qui était difficile à amener pendant cette période. Et puis ces 2 femmes, elles ont semé en moi une graine en me parlant des doulas de fin de vie. Je connaissais les doulas de naissance, mais pas du tout les doulas de fin de vie. Puis cette graine lumineuse, elle a pris beaucoup de place. Et tout de suite, en fait, de retour chez moi, j'ai appelé très longuement, on s'est parlé longuement avec Rosette Poletti, la formatrice des doulas de fin de vie. Et là, c'était vraiment pour moi une évidence que ma vie allait changer. Et puis, quand ils ont parlé de doula de fin de vie, ces 2 personnes, il y a eu un mot qui t'a vraiment marqué, ou c'est simplement toute la globalité de ce métier? Maintenant que tu poses la question, tout de suite, je me souviens du mot unique. Ok, oui. Et ce mot unique, j'y ai mis derrière, j'y mets maintenant derrière le fait que la doula entretient une relation vraiment privilégiée avec une personne et sa famille. Et voilà, moi je le vivais pas du tout en tant que soignante, ou en tout cas de moins en moins, et j'avais besoin de ce temps aussi. L'unicité et le temps. Oui, puis de pouvoir utiliser ta créativité, parce que
je pense que tu l'expliqueras plus tard, mais tout ce qu'elle, le panel d'accompagnement que peut amener la doula, c'est beaucoup de créativité aussi. Et Oui, c'est ça. Hein. oui, oui. Ouais. Et puis du coup, il y a eu Rosette Poletti, donc que tu as rencontrée, qui est en fait celle qui a initié, on va dire, ce métier. Oui. Oui. C'est elle qui a effectivement. Bah, écoute, je vais te dire selon ChatGPT, j'ai été chercher pour pas dire des bêtises. Rosette est une personnalité suisse remarquable. Je le trouve aussi, hein. Donc, infirmière, professeure en soins infirmiers, psychothérapeute, diplômée en théologie, doctorante en sciences de l'éducation. Elle a collaboré avec Elisabeth Kubler-Ross. Oui, pour ceux qui connaissent pas, elle était médecin, et puis elle s'est occupée beaucoup des personnes en fin de vie, dans les années, je sais plus quelle année, mais elle avait découper les phases du deuil, donc en plusieurs phases, le déni, la colère, etc. Et donc elle était aussi très connue dans les soins palliatifs. Hein. Oui. Donc Rosette, elle a mené aussi des recherches sur le deuil, l'autonomie et l'accompagnement en fin de vie. Elle a été directrice de l'école du Bon Secours à Genève, puis co-directrice de l'école d'enseignement infirmier de la Croix-Rouge à Lausanne. Elle est écrivaine, auteure de nombreux ouvrages, notamment Lâcher prise, La voix du coquelicot, Vivre son deuil et croître, enfin des dizaines, voire des centaines d'ouvrages. En 98, elle fonde l'association Vivre son deuil suisse. Elle propose des conférences, des séminaires, des cafés deuil. Ça, c'est nouveau aussi pour la Suisse romande. Et puis, depuis 2019, c'est depuis 2019 qu'elle est à l'origine du centre de formation dédié à l'accompagnement des personnes en fin de vie et en deuil. D'abord à l'IRFA Paille-Verdon et depuis environ 3 ans, elle a son centre de formation à Chavornay. Ok, ouais. Voilà, et elle forme des doulas depuis 2019 en Suisse romande. Oui. Et puis pour moi, elle est tout ça bien sûr, mais elle est aussi une sage femme. C'est une lumière qui éclaire mon chemin depuis de nombreuses années. Elle m'a offert son soutien après l'obtention de mon certificat de doula. Elle a répondu à mes demandes, mes interrogations. Elle m'amène encore son enthousiasme, son réconfort, son amour et sa confiance en la vie et en les hommes, en les humains. Son humilité, sa sagesse, sa patience, son lâcher-prise. Elle m'a ouvert à la qualité d'attention à l'autre, mais aussi à la qualité d'attention à moi. Et elle m'a également ouvert à cultiver ma paix intérieure, à être disponible à l'instant présent. Elle m'a enseigné et elle enseigne encore à cultiver l'esprit qui ne sait pas. Et j'aime cette humaine de tout mon cœur et je suis vraiment remplie de gratitude de l'amitié qui nous lie aujourd'hui. Puis je veux absolument préciser aussi que Rosette Poletti est une pionnière des soins palliatifs en Suisse romande. Puis cette formation, elle est sur combien de temps, justement ? Alors c'est un peu labile, ça a un peu bougé. Moi, je l'ai faite il y a 4 ans, donc c'était encore la fin du Covid. Donc on a eu peu de cours en présentiel. Mais en ce moment, maintenant, depuis déjà 2 ans en tout cas, c'est une formation qui a lieu sur 8 mois, si je me trompe pas. Je donnerai après éventuellement le lien pour aller se renseigner, le lien du site de l'école. C'est 2 jours par semaine, je pense, jeudi, vendredi, 1 fois par mois, 8 fois, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Ok, ça marche, merci beaucoup pour ceux que ça intéresse. Et puis du coup, donc c'est quoi exactement être doula ? Parce que c'est vrai qu'il y a, comme tu as dit, les doulas de naissance, les doulas de vie et de fin de vie. Donc en quelques mots, on va dire, comment tu pourrais expliquer ça à quelqu'un qui connaît rien au sujet ? En quelques mots, mais c'est peut-être la partie qui sera la plus longue parce que c'est toujours difficile, je trouve, d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'est une doula. Alors vas-y, de toute façon t'as la voix libre. Alors déjà pour décortiquer le mot doula, ça vient du grec ancien. Ça signifie servante, au service de, assistante. Moi j'aime bien au service de, voilà.
Ce métier enfin, si on peut dire un métier, pour moi, c'est une mission plus qu'un métier. Quand bien même on se fait rémunérer pour celles qui se font rémunérer. Donc, voilà. C'est entre deux. C'est entre deux. C'est difficile. Moi, je vois ça comme une mission de vie. Il est en plein essor depuis 2019. Donc, 230 doulas à ce jour ont été formés en Suisse romande. Donc, pour le moment, les doulas ne sont pas reconnus et remboursés par les assurances maladie. C'est important de le savoir. Donc, je vous disais, en Suisse romande, c'est Rosette Poletti à Chavornay qui forme les doulas de fin de vie. Et j'ai une consoeur, doulamie. J'aime bien dire doulamie, je trouve joli. C'est joli, ouais. C'est vrai. Je vais la citer ici, peut-être. Elle s'appelle Anne-Christine Deling. Elle a mis sur pied une formation en langue allemande. Je l'ai encore eu hier au téléphone pour confirmer, pas dire de bêtises. La première volée va débuter au printemps 2026. Ils ont suffisamment d'inscriptions. Donc, pour la Suisse allemande. Okay. Voilà. Autrement, j'avais envie quand même de dire par rapport aux équipes mobiles de soins palliatifs, les CMS, les EMS, les hôpitaux font un travail extraordinaire. Mais cependant, et j'en sais quelque chose en fait, pour l'avoir vécu particulièrement ces 10 dernières années. Ils n'ont pas suffisamment de temps pour assurer une présence de qualité ou une grande présence. La présence de qualité, ça je pense, mais une présence suffisamment longue pour les personnes, les mourants et leurs proches, ainsi que pour les endeuillés. Surtout la nuit aussi. Hein. Ouais. C'est vrai. Ça, la nuit, ça manque pas mal, hein, l'éveil. Oui. Ouais. Donc les doulas de fin de vie, elles existent depuis des dizaines d'années dans plusieurs autres pays. Ok, ouais, j'allais te demander dans les autres pays. Au Canada, particulièrement, dans les pays anglo-saxons. Ok. Et tout comme une doula de naissance assiste des femmes, des couples, avant, pendant et après un accouchement, la doula de fin de vie, elle soutient une femme, un homme, un enfant et ses proches aidants, avant, pendant et après ces étapes sacrées de la fin de vie et du deuil. La doula, elle propose un soutien émotionnel, physique, social et spirituel qui répond bien entendu aux besoins, aux valeurs, aux envies, aux non-envies de la personne qui la mandate. Elle fait passer la personne en premier. Oui, je comprends. Elle est centrée sur la personne, comme on dit. Hein, c'est ça. Oui. Ouais. Puis les personnes qui la mandatent, justement, c'est généralement des proches qui accompagnent une personne en fin de vie, ou ce sont des endeuillés, ou toute personne qui est soucieuse de parler de la vie, de la mort, du deuil. Oui, parce que c'est vrai que le deuil au sens large, finalement, c'est pas que la mort, voilà. C'est beaucoup de choses, c'est des transitions de vie, c'est pouvoir avancer dans quelque chose de nouveau, donc c'est large, hein, finalement. Oui, exactement. C'est vrai, quand on entend deuil, on pense souvent mort. Oui. Alors ça peut effectivement être la mort d'une personne, mais aussi d'un animal, ou alors on est amené parfois à soutenir des personnes qui vivent un deuil blanc. Oui, deuil blanc, c'est par exemple une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer et puis qu'on reconnaît plus cette personne, donc c'est comme si on fait un deuil d'une personne qui est vivante, finalement, c'est ça. Oui, de la personne qu'elle, et puis de la personne qu'elle a été aussi. Qu'elle a été, finalement. Voilà, exactement, c'est vrai. Ouais. Voilà. Et puis, ça peut être aussi le deuil de la santé. Oui. Parce que quelqu'un à qui on annonce une maladie grave ou aiguë, avec des phases chroniques ou aiguës, mais qui sait que finalement, elle n'aura plus la santé qu'elle avait jusqu'à présent. On peut aussi la soutenir un petit bout. Oui. Et puis du coup, comment ton cheminement personnel a permis de renforcer ta relation de confiance, ta compréhension et ta sensibilité face aux personnes en fin de vie ou en deuil? Donc, est-ce qu'il y a ce lien avec l'histoire du deuil de ta sœur, le lien avec le métier d'infirmière? Alors, je dirais particulièrement avec le deuil de ma sœur, parce que je dirais que depuis cet accompagnement unique, sacré, on s'est fait un cadeau avec ma sœur, et puis j'ai plus peur de la mort.
Parce qu'en fait, j'ai la certitude que après notre incarnation, derrière le voile, c'est comme ça que je le nomme, hein, y a un grand amour qui nous attend. Et quand j'ai la chance d'être aux côtés d'un humain qui rend son dernier souffle, je demande aux êtres de lumière, à Dieu, Allah, Yahvé, aux anges, selon les croyances ou la spiritualité du mourant, bien sûr, qu'ils soient accueillis dans la paix et dans le grand amour. Alors, je prie dans ma tête, oui. Sauf si la personne me le demande clairement de prier pour elle à haute voix. Donc, je prends soin de son enveloppe corporelle avec dignité, une infinie douceur, de l'harmonie dans mes gestes et dans ma posture. Et je trouve vraiment super quand les familles acceptent de m'épauler dans ce moment d'au revoir. La plupart d'entre elles, les familles, pensent que c'est vraiment prendre soin d'un corps est vraiment destiné aux pompes funèbres, et puis qu'elles n'ont pas le droit. Tout d'un coup, elles se sentent, elles le disent très, très régulièrement, mais on a le droit de lui faire sa toilette. Ah, je pensais que j'avais peut-être juste le droit de choisir des habits, mais alors voilà, quand un petit coup de peigne, quelques gouttes de parfum, déposer une fleur entre les mains, raser le visage de son mari, faire une manucure, un maquillage. Moi, je trouve, ça aide au détachement physique, un petit bout. Oui. Et puis, je propose après d'ouvrir la fenêtre pour permettre à l'âme du défunt d'aller où elle doit aller. Alors, je dis pas forcément ce que je fais, mais c'est comme si on aérait la chambre. Mais enfin bon, moi, je sais pourquoi je le fais. Je comprends. Faut vraiment être délicat, et puis... Ouais, donc il y a toutes ces facettes en toi que tu as piochées dans ta vie qui fait qui tu es aujourd'hui dans l'accompagnement, et justement toutes ces rencontres, ce cheminement qui t'a donné cette sensibilité, je dirais, et puis surtout d'avoir su faire assez de chemin à l'intérieur pour accompagner avec la juste distance justement, et puis en étant sensible en fait, hein. Ouais. Et puis, quelle est, en tant que doula aussi, toujours, ta collaboration avec les autres acteurs de la santé, hein? Donc, Palliativo, Alzami, parce que je crois que tu fais partie justement de Alzami aussi. Les autres doulas, donc tu en as évoqué une que tu connaissais avant. Donc voilà, quelle est cette collaboration? Puis, est-ce que tu passes principalement par les familles et l'entourage qui font appel à toi? Donc, pas vraiment par les associations, mais directement par les familles. Oui, alors, pour la petite histoire, il y a 4 ans, avant de remettre ma lettre de démission dans l'EMS dans lequel je travaillais, j'ai demandé à rester dans l'EMS, et puis s'il y avait moyen qu'ils m'engagent comme infirmière doula. Et malheureusement, l'enveloppe budgétaire ne permettait pas cette collaboration. Pour l'instant, je nourris vraiment l'envie que qu'il puisse y avoir aussi des doulas de fin de vie dans les EMS, ou les milieux de soins en général. Attitré, donc justement, qu'il faudrait pas faire appel, mais qui serait, déjà dans l'équipe, part entière, ouais, exactement. Alors, j'exigeais pas, et je n'aurais pas demandé un salaire d'infirmière, parce qu'on m'a fait la réflexion, et je l'entends de certaines collègues que je revois maintenant, infirmières, me disant, oh là là, t'es payé combien pour tenir une main, t'es quand même pas payé comme une infirmière. Enfin, non, bon. Après, ça, c'est toute une histoire, la rémunération. Mais... C'est ça, ou alors de travailler en tant qu'infirmière, mais d'avoir 10% de doula, par exemple. C'était ça, mon souhait. Voilà, il y a aussi les personnes ressources proches aidantes dans les CMS, etc. Exactement. Dans ce sens-là, ouais. Voilà. Donc là, à l'époque, ça n'a pas été possible. J'ai réitéré ma demande il n'y a pas si longtemps, mais bon, voilà, c'est toujours pas possible. Et puis, je pense que si c'est pas possible pour moi maintenant, c'est que c'est juste aussi... les doulas de fin de vie, il faut savoir, on n'est pas des professionnels de santé, hein. On n'est pas des thérapeutes. Et puis les personnes qui nous mandatent ne sont non plus pas effectivement des professionnels de santé, mais effectivement, comme tu le disais, les personnes qui nous payent. Donc c'est les familles elles-mêmes qui nous mandatent. La personne elle-même, à la demande autrement de cette dernière, ça peut être un référent thérapeutique. La famille, les proches, voilà. C'est rarement le mourant, parce qu'il a rarement la
la force, en fait, de faire ces démarches. C'est souvent sa famille. Mais il est normalement d'accord quand même. Voilà. Alors, pour moi, il faut absolument qu'il soit c'est d'accord ça d'un moyen ou d'une autre. Voilà. Exactement. J'ai besoin, moi, d'avoir son aval, son consentement. Oui, exactement. Et pas qu'on impose, que la famille impose une personne que monsieur, madame n'a pas choisi. Ça, hein. On se choisit, hein. Ouais, c'est ça. On se choisit. Et puis, voilà, Doula, elle collabore, si nécessaire, et sous délégation de nouveau de la famille ou de la personne qui te mandate. Elle collabore donc avec les proches, bien sûr, en premier. Et puis les divers prestataires de soins et thérapeutes qui gravitent autour de la compagnie. Oui. Donc, comme tu le disais, les CMS souvent, les infirmières indépendantes. Puisque moi, ma casquette, je suis infirmière de formation, mais là, j'ai choisi, et c'est un choix pour l'instant qui est comme ça, il est conscient, il est réfléchi, il est ressenti. Je n'exerce que uniquement comme doula de fin de vie et pas comme infirmière. Oui. Voilà. Ouais. Donc, j'ai fait appel à des collègues. J'ai un petit réseau autour de moi et qui s'étoffe à chaque fois en fonction des demandes et des besoins des accompagnés. Et puis, la doula, elle a un savoir particulier, je dirais, un regard extérieur qui en font une alliée précieuse et complémentaire. Voilà. Ouais. Puis, j'aime donner l'image de la maïzena. En fait, je trouve que on fait le lien. On peut faire le lien si on nous le demande toujours, bien sûr, entre tous les prestataires de soins. Ouais, exactement. Le lien, le liant. Oui. Tu as l'image de la maïzena. Oui. Exactement. Bon, j'apporte une présence réconfortante, une écoute attentive, sans jugement ni conseil, pas d'injonction. Oui. Une aide pratique pour les activités de la vie quotidienne aussi, des soins d'hygiène, de confort, un peu comme une aide soignante. Oui. Je dirais que la doula, elle est ni devant, ni derrière, mais en fait, elle est à côté. Elle accompagne. Accompagner, on revient au latin, c'est compagnie, c'est prendre le pain avec. Ah ouais, je savais pas. C'est joli, c'est vrai. Alors pour moi, ça n'a pas une notion religieuse de la Sainte Seine. Enfin voilà, c'est prendre le pain et être avec, juste à côté. Oui, exact. Et puis à son rythme. Voilà, vraiment à son rythme. C'est la personne qui donne la couleur à son accompagnement. Ouais. Je sors pas mon agenda en disant c'est quand on se voit la prochaine fois. Prenez rendez-vous en ligne. Il y a plus de place avant 3 semaines. Non, c'est ça. Tu t'adaptes. Je m'adapte et puis la doula pour moi doit être disponible dès le moment où elle s'engage. Elle répond pas qu'aux heures de bureau. Oui. Exactement. Voilà. Elle crée aussi un environnement de paix, de sérénité, de sécurité, de tendresse autour du mourant. Dans sa présence même. Oui. C'est ça. Et aussi peut-être dans la pièce. Oui. Je sais pas, réaménager éventuellement, mettre un cadre, un objet représentatif, un bouquet de fleurs. Voilà, amener aussi une certaine beauté. Oui. Quand c'est possible et quand c'est souhaité toujours. Hein. Oui. En résumé, je dirais, je pense que je pourrais dire que ça, mais une doula, pour moi, c'est doux et c'est là. C'est là. Ça veut tout dire. Puis on donne, en fait, la doula, elle donne inconditionnellement, sans attendre en retour. Oui, je comprends. C'est comme une transmission de qui tu es, et puis, dans la transmission, quoi. Oui, puis c'est respecter le bénéficiaire qui nous accorde sa confiance absolue. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Et puis on se déplace où on a besoin de nous, donc c'est la plupart du temps quand même à domicile. Oui. Mais parfois en institution, en EMS, dans les hôpitaux de soins aigus ou chroniques. Mais elle peut aussi recevoir dans son cabinet, si elle en a un. C'est bientôt le cas. Ah oui. Et oulala, faudra qu'on se dise des choses après. Voilà. Je peux pas en dire plus pour l'instant. D'accord. Mais j'ai des possibilités. Je trouve ça chouette aussi. Trop bien. Puis les cafés deuil d'ailleurs aussi. En attendant. Ouais.
Et puis, elle accompagne, chaque doula accompagne en fonction de sa palette de couleurs propre, ses formations, ses connaissances, mais je dirais avant tout en fonction de qui elle est, comme tu le disais justement avant. C'est ça qui fait la richesse de chaque doula, d'ailleurs, je pense. Exactement, oui. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Non, autant tous les deuils sont singuliers, toutes les personnes sont singulières, et c'est important que la personne qui te mandate trouve que tu sois la bonne personne pour elle. Et c'est important qu'on en parle. Lors du premier rendez-vous, on en parle et je leur dis qu'ils ont le temps de se rétracter ou ou moi je peux aussi leur proposer d'autres personnes qui feront peut-être du Reiki parce que c'est ce qui les intéresse, et moi je fais pas de Reiki. Voilà. Donc je pense avoir vraiment l'humilité de se dire non, là dans cette situation peut-être que je suis pas la personne qui vous amènera le meilleur réconfort. Moi je pense que oui, mais les meilleurs outils par exemple que vous souhaitez. Puis d'aller au-delà de cette envie d'être un peu sauveur. C'est ça. Surtout. Complètement. Oui. Alors ça, c'est sûr. Puis une fois qu'elle a mis en évidence les besoins et les demandes des personnes, elle y répond au mieux et elle crée. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie et je tends vraiment à si une personne est toute seule à la maison ou qu'elle a juste un fils, une fille ou un ami, je tends quand même à contacter ou à l'encourager, toujours à l'encourager. C'est des encouragements, des propositions, des suggestions, des invitations surtout, je dirais, à se mettre en contact avec un CMS ou enfin voir quels sont les besoins. Et puis créer autour un petit cocon sécurisant. Voilà. Mais la plupart des personnes, de toute façon, qui te contactent, en fait, elles se sont déjà renseignées à ton sujet. C'est souvent du bouche à oreille. Oui, aussi, c'est vrai. Presque uniquement du bouche à oreille. J'ai pas de site internet, j'ai des cartes de visite, alors de temps en temps j'en laisse traîner une ou deux. Je suis sur les réseaux sociaux, mais c'est pas les gens m'appellent pas en me disant je vous ai vu sur les réseaux sociaux et j'aimerais un accompagnement. Oui, parce que c'est quand même quelque chose d'intime et puis voilà, en fait, c'est comme tu dis, bouche à oreille souvent. On sait que on peut faire confiance à la personne qui nous a conseillé quelqu'un, donc c'est vrai que ça marche mieux, je pense. C'est pour ça que ça prend du temps. Tu vois, là, j'ai semé des graines pendant 4 ans et puis maintenant je récolte doucement, mais c'est bien parce que c'est un rythme qui me va bien. Parce que dès le moment, comme je te le disais, si je m'engage auprès d'une famille, d'une personne, je vais pas pouvoir accompagner 2 personnes en fin de vie en même temps. C'est ça aussi, donc faut aussi s'écouter et toujours revenir à ce syndrome du sauveur, qu'on va pas sauver tout le monde et puis que voilà, vaut mieux la qualité que la quantité. Oui. Et puis pouvoir te ressourcer entre deux aussi. Oui, c'est important. C'est ça, oui. Ouais. Et voilà, comme je te le disais, c'est sous contrat bien sûr, mais dès le moment où je m'engage auprès d'une famille, je peux, si c'est nécessaire, être disponible 24 heures sur 24. Donc il y a des périodes, des jours, des semaines, des mois, c'est arrivé, où j'ai mon téléphone, et bon, ma famille mon mari est au courant, mais j'ai mon téléphone sur ma table de nuit. J'ai choisi effectivement de travailler, là c'est un travail de cœur toujours, mais à l'association Alzheimer Vaud, en tant qu'Alzami. Et j'ai choisi mes horaires, donc comme ça je sais très bien, ma référente coordinatrice elle sait bien, c'est établi, j'accompagne 2 personnes en ce moment, mais ça sera toujours des périodes d'après-midi. Comme ça je sais si j'accompagne une personne en fin de vie, que le matin je peux au moins, si j'ai passé toute la nuit, je peux au moins me reposer 4, 5, 6 heures le matin avant d'aller toute fraîche accompagner quelqu'un avec l'association Alzheimer. Donc là, on va passer plus à une partie communication et être thérapeute. Comme ça parlera aussi, je pense, beaucoup à tous ceux qui sont soignants parmi nos auditeurs. Donc déjà, la première question que je te poserai, c'est est-ce que, selon toi, une personne qui est en deuil aura plus de facilité à se confier à un professionnel de la santé qui a aussi vécu un deuil, ou finalement juste l'état de présence et d'écoute du professionnel, c'est ça qui compte?
Oui, alors je te dirais que je dis pas aux personnes que j'accompagne quels sont mes deuils et comment je les vis. Ok, ça c'est important. Je le dis pas. Ouais. Ça c'est moi. Après, voilà. Et puis, comme tu le dis, je pense que vraiment c'est surtout la qualité de présence et d'écoute qui compte. Ouais. Vraiment. Ok. Et puis, quelle qualité, selon toi, il faudrait avoir ou développer pour accompagner les personnes en fin de vie ou qui traversent un deuil? Oui, il en faut beaucoup, hein. Mais avec beaucoup. Voilà, la première, je pense, c'est l'humilité. Ouais, l'humilité. L'amour altruiste, la douceur, l'empathie, la présence à l'autre, la présence à soi, le lâcher prise, aimer la vie, aimer les gens, s'aimer soi, avoir confiance en la vie, confiance en l'autre, confiance en soi, ne pas faire preuve de jugement, enfin être dans le non-jugement et dans la gratitude. Ouais. Et puis, comment en tant que patient faire le choix de son thérapeute accompagnant parmi tous les choix possibles? Est-ce qu'on regarde plutôt les différentes formations de chacun, la distance, ou bien on a parlé du bouche à oreille. Ce serait quoi un critère important pour toi pour faire ce choix? Alors, je dirais que le critère important, c'est le choix du cœur. Pour moi, il est forcément, en tout cas, il est souvent le bon, le choix du cœur. Et puis, c'est souvent, comme je te le disais, lors de la première rencontre, la première fois qu'on se voit, en fait, qu'on choisit de faire route ensemble ou pas. Et c'est vraiment l'accompagné et sa famille qui décide de la couleur, qui souhaite à son suivi, la fréquence, les occupations, les soins. Et c'est vrai que la distance est importante aussi parce qu'il y a une question de facturation. C'est vrai que si quelqu'un m'appelle de Genève, je vais quand même l'informer que je vais lui facturer les kilomètres. Oui, et puis, c'est clair. Je trouve que ça peut être faire des coûts quand même trop importants. Mais voilà. Oui. Puis tu favorises plutôt le présentiel que le distanciel, on dit comme ça, je crois. Voilà, oui, j'ai eu l'occasion, on m'a demandé 2 fois, hein, et du distanciel justement par Zoom. Oui. Mais c'est une dame qui était en Roumanie. Son papa était en fin de vie en Roumanie. Elle vivait entre la France et la Roumanie. Et il y a 3 ans de ça, je me suis dit, oh là là. J'ai aussi pris le temps de réfléchir. Et j'ai dit, je vous rappelle, et je me suis dit, si ça se présente à moi, si ça se présente à moi, c'est que il y a une ouverture en moi qui est là, et je peux dire oui. Donc j'ai dit oui, et c'était un merveilleux accompagnement par Zoom, et j'aurais jamais pensé. Ouais, vraiment. C'est intéressant, ouais. Mais je préfère quand même le présentiel. Oui. Je comprends. Et puis, dans la communication à l'autre, il y a cet aspect théorique. On a aussi appris à l'école, pour ceux qui sont allés à l'école d'infirmière ou de soignants, les 4 R, donc la reformulation, recontextualiser, résumer, etc. Mais il y a aussi notre part d'intuition. Donc, quand on a quelqu'un qui vit un deuil, on nous dit, il faudrait pas dire ça, faudrait... par exemple, ne pas dire ça passe avec le temps ou comme ça, mais peut-être qu'on le sent que c'est ok avec cette personne. Donc, est-ce qu'il y a une situation peut-être qui te vient en tête, ou comment tu le vis justement, ce lien entre théorie et intuition? Ouais. Mais oui, je dirais que pour les endeuillés particulièrement, il m'arrive de dire à certains, mais qui me questionnent, seulement s'ils me questionnent sur mes propres deuils, et ça arrive, même si j'en ai pas parlé, je leur dirais pour moi, je leur parle de moi, parce qu'ils me le demandent. Je dirais pour moi, la douleur qui est induite par la perte d'un être cher, elle disparaît jamais complètement. Et pour moi, en prenant soin de ma douleur, en mettant du baume sur mes blessures béantes, avec le temps et beaucoup d'amour, j'ai permis à mon corps et à mon cœur de cicatriser. Alors, à ce moment-là, j'ai ressenti de l'apaisement. Oui, c'est ça, c'est que des fois notre propre histoire peut aussi faire écho finalement à l'autre, et puis c'est quelque chose qu'on le ressent dans son intuition aussi, s'il y a cette ouverture. Ouais. Ou alors poser la question, est-ce que vous êtes d'accord que je partage mon expérience, et puis voilà, c'est mon expérience à moi, et d'être clair là-dedans. Exactement. Ouais. Oui.
Et puis toujours dans cet aspect de communication, ça peut arriver qu'on a foiré dans notre question et puis qu'on se rend compte que ça a vexé l'autre et puis que il dit non mais j'ai pas dit ça ou bien qu'il est blessé. Donc voilà, comment est-ce on peut réagir en tant que soignant quand on voit que l'autre se braque du coup Alors effectivement, ça arrive, on est des humains, en chemin mais des humains. Et bon, moi je dirais que ça dépend vraiment de la réaction et du contexte. Si moi j'ai été inadéquate ou malhabile, je vais m'excuser en disant par exemple, je vous présente mes excuses, je n'avais pas à vous parler comme je l'ai fait, mes mots n'étaient pas adéquats, j'ai le sentiment de vous avoir blessé, est-ce que je me trompe ? Et puis si la réponse de la personne est oui, je me concentre sur sa réaction et puis je valide son émotion bien sûr. Par exemple en disant qu'est-ce que ça va réveiller chez vous quand je dis ça. Oui. Et puis j'utilise aussi les techniques de communication non violente bien sûr, la reformulation, l'analyse transactionnelle, j'en ai fait pendant 10 ans. Mais il m'arrive aussi parfois de confronter une personne intentionnellement, avec délicatesse. Et douceur, du coup. Ouais. Oui, c'est et puis vrai. si elle se braque ou elle réagit, c'est que ça vient toucher aussi quelque chose d'important chez elle. Oui. Donc, je me tais pour lui laisser toute la place. Oui. Et écouter ses mots, ses émotions et quelle est la possibilité de dire qu'elle n'est pas d'accord. Et puis, je pense que ma présence silencieuse peut l'aider à trouver ses réponses. Et les actions qui en découlent, parce que chacun a ses propres réponses en soi. Et, l'important, c'est de garder le lien, malgré tout, dans la relation. Oui. Pas justement que je me braque moi non plus. Oui, parce que... rentrer en symétrie et puis se justifier, etc. Mais des fois... Ouais, elle réagit avec son histoire, en fait, pas contre moi. C'est ça. Puis des fois, j'ai remarqué l'humour, ça aide. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça peut désamorcer un peu tout ça. Mettre de la légèreté. Oui. Ouais. Donc voilà. Et puis, du coup, pour toi, c'est quoi une écoute réussie ? Alors, c'est quand je ressens... je te vois, je nous vois dans notre entièreté. Je suis connectée à toi, je suis connectée à moi. Donc c'est quand je ressens que la relation est horizontale, de cœur à cœur, d'âme à âme, mais c'est aussi quand je ressens dans mon corps, dans mon cœur, une ouverture, une posture verticale. Ouais. Pour moi, c'est être attentive à mes propres réactions, mes émotions, mes pensées, mes intuitions, mes signes, les messages que me chuchotent peut-être mes guides, mes anges, et puis c'est aussi les remercier d'être à mes côtés. C'est accueillir mes imperfections d'abord, mes faiblesses, mes doutes sans jugement. C'est être douce et compatissante envers moi, et surtout dans les moments difficiles, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Oui, puis c'est de pouvoir échanger avec d'autres doulas, justement, quand on vit ces moments difficiles, de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça, et puis s'entraider aussi. Hein. Ouais, c'est très important. Ouais. Il y a notamment une doula qui a fait sa formation avec moi, et depuis la formation, en fait, pratiquement depuis la formation, on s'appelle ou on se met des messages minimum 3 fois par semaine, mais maximum tous les jours, voire 3 messages par jour. Oui, c'est très soutenant. Oui, j'imagine que se dire que si on a quelque chose, ça permet de prendre la distance aussi sur des situations. Donc c'est bien de pouvoir trouver de la complémentarité chez les autres, quoi. Et puis du coup, dans le deuil, on peut parfois ne pas se sentir prêt à franchir une étape de plus, d'aller vers un changement. Penses-tu que cette phase de se sentir prêt se construit en amont, justement, avec toi en tant que doula, ou il y a une sorte de déclic? Ou est-ce que c'est un mélange des deux, en fait, une préparation et un déclic? Oui, alors je vais pas te surprendre quand je vais te dire qu'à une personne donnée correspond un deuil. Lorsqu'une personne se sent prête à franchir une étape, je pense effectivement que c'est le résultat d'un travail qu'elle a fait, elle, en amont. De la manière dont elle s'est prise en main, dont elle s'est prise par la main pour investir cette reconstruction singulière.
Et puis même si on ressent parfois qu'on régresse, qu'on n'avance pas, qu'on s'enlise, qu'on se noie, le processus de deuil, il va de l'avant. Et on peut faire alliance avec ce processus. Il est là en nous et il œuvre à apaiser notre peine. C'est un processus naturel de cicatrisation qui est enclenché après un décès d'un être cher. Il va pas éradiquer, comme j'en parlais tout à l'heure, il va pas éradiquer complètement la souffrance à tout jamais. Il permettra juste de la placer en nous à sa juste place. Et après un temps propre à chacun, à chaque personne, la tristesse, la colère, le manque, la culpabilité arriveront à cohabiter avec la joie, l'amour et la quiétude. C'est très beau. Merci beaucoup. J'espère que ça va vous toucher aussi, puis semer des graines en vous dans cette communication à l'autre, parce que parfois on n'en parle pas forcément, on n'ose pas partager de comment on communique à l'autre, parce que c'est pas évident de se remettre en question. Puis c'était important pour nous avec Anne de parler de ça aussi. De la communication, c'est pas juste la communication, ça vient chercher en nous beaucoup de choses en fait. Au fond, ça nous remet beaucoup en question. Donc voilà, c'est un gros travail, la communication sur soi. Donc voilà, c'était important de l'évoquer. Et puis justement, il y a le fait d'être thérapeute. Donc j'ai aussi quelques questions par rapport à ça, au fait d'être thérapeute. Pour toi, quelles sont les pistes de réflexion pour travailler comme soignant, aidant en côtoyant les thèmes liés à la mort? Donc, quelle distance thérapeutique personnelle pour être touché, mais pas trop non plus? Comment prendre soin de son énergie? Ça, tu l'as évoqué avant un petit peu quand même. Et puis, du coup, voilà. Pour toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, au thème de la mort? Pour moi, quand tu accompagnes l'autre, c'est primordial de t'accompagner toi d'abord, te laisser passer en premier, et c'est pas de l'égoïsme. J'ai pas été élevée comme ça du tout, mais c'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Et c'est dire oui quand c'est oui, et dire non quand c'est non. Et je pense que c'est aussi la chance que j'ai maintenant en tant qu'indépendante, que je n'avais pas, je pense, en tant que infirmière. Et c'est là que je mets ce que tu nommes la distance thérapeutique. Je dirais, en me respectant, je respecte l'autre. C'est vraiment une notion de respect. Et puis, on est capable de prendre soin de l'autre de la bonne façon, avec la bonne posture, à notre juste place, seulement si on se connaît et si on se reconnaît soi-même. Et puis par rapport à comment je prends soin de mon énergie, justement en me respectant mes propres besoins, mes valeurs. Et puis je dirais que mes ressources sont la méditation quotidienne, ma spiritualité, la marche consciente en nature, les sorties avec ma famille, mes amis. J'aime chanter, je chante dans une chorale. Je lis beaucoup. Ouais. Et puis, si on se sent trop touché négativement pendant longtemps, en tant que soignant, justement d'être avec des personnes qui vivent un deuil, est-ce que c'est un indicateur que du coup, c'est pas pour nous? Est-ce que d'avoir traversé un deuil soi-même, ça aide à faire face à ce sentiment de tristesse, de parler de la mort, et puis justement de rebondir et de se dire non, mais ça va passer, et puis c'est quand même fait pour moi, c'est ma mission, je dirais. Je pense que tant que vous cheminez avec le sacré, que vous respectez et écoutez votre petite voix, votre intuition, vos anges, vos êtres de lumière, Dieu, les réponses et signes qu'il vous envoie, vous ressentez de la paix, de la joie et de la gratitude. Et tu peux être touché, bien sûr, et heureusement, par des situations complexes et difficiles, c'est normal. Et c'est aussi être en lien, c'est se laisser impacter, mais pas envahi. Oui. Donc, quand tu me demandes trop touché négativement pendant trop longtemps, je pense que t'es plus forcément aidant pour l'autre. Oui. Et que tu dois t'aider, toi.
prendre la distance un temps, faire une pause aussi peut-être. C'est ce que j'ai fait en donnant mon congé. Moi, je voilà. partais un petit peu en ce qu'on appelle un burn-out, pour mettre une étiquette. Donc, et j'ai pris le temps de me recentrer sur moi. Je pense que c'est un indicateur, une alerte pour revenir à soi. Ouais. Quand on se sent trop touché négativement. Et puis, est-ce que d'avoir traversé un deuil aide à faire face? Oui, moi je pense que personnellement, je dirais que le décès de ma sœur a transformé ma relation au monde, ma relation à moi, mon rapport à la mort. Son âme et sa lumière guident mes pas, je te l'ai dit. Pour moi, évoquer la mort, que ce soit la mienne, celle d'un proche ou d'une personne que j'accompagne, ne me rend plus trop triste. Parce que c'est simplement la fin de notre vie sur Terre et de notre incarnation. Oui, beaucoup de paix. Oui, oui, je crois vraiment, mais sincèrement, et je pense qu'aussi mes lectures, les conférences auxquelles j'ai assisté, notamment avec Christophe Fauré, m'ont conduite à croire à l'impermanence de la conscience, que nos âmes, elles rejoignent ce fameux grand amour lorsqu'elles quittent notre corps. L'océan. Oui. L'océan de lumière. Oui. Et puis, quel conseil donnerais-tu à des thérapeutes qui font face aux patients qui se trouvent en situation de deuil face à sa maladie et qui a cette sensation d'avoir tout essayé mais qu'il y a une perte d'espoir? On se sent impuissant. Ouais. Je dirais aïe aïe aïe, parce que j'aime pas du tout donner des conseils. J'ai appris à ne plus en donner. Mais bon, puisque tu me demandes, je dirais qu'il n'y a pas de réponse. Donc ça fait peut-être pas le buzz, mais il n'y a pas de recette toute faite. Il n'y a pas de solution. Lors de perte d'espoir, j'essaie de mettre en évidence la force et le courage qu'il leur a fallu déjà pour continuer à vivre ou à survivre malgré la maladie. Malgré le deuil. Et puis j'essaie de mettre en évidence la petite, toute petite, ou les petites lumières qui font que l'ombre et le désespoir existent. C'est vrai, il y a un tout, quoi. Ça peut pas être parfait. Exactement. Non, et puis je suis pas coach de vie, parce que j'ai envie de te dire ça, parce que c'est Rosette, elle dit le deuil, ça ne se coache pas. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit. Donc j'écoute, j'accueille, j'accompagne avec humilité, tendresse la personne là où elle en est. Donc justement, par rapport à ça, tu as des exemples dans ta pratique où tu utilises différents outils qui parlent à la personne, comme par exemple des lettres de gratitude, des petits rituels justement qui permettent de faire face en guillemets à cette impuissance et cette perte d'espoir. Et d'accompagner avec des outils concrets, parfois ça aide, et c'est là qu'il y a toute ta créativité aussi. Et puis finalement, pas forcément mettre du sens, parce des fois on peut pas mettre du sens, mais plus de pouvoir libérer cette émotion et faire de la place. Ouais, ce serait ça. Oui, c'est ça. Ok, bon. Alors c'est parfait. J'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion pour vous aussi. Et puis, je pense qu'on a tous vécu ces moments de perte d'espoir parce que voilà, on n'a pas tout vécu dans notre vie. Puis, on apprend chaque jour. Et je pense que Anne, c'est une ressource aussi si vous avez envie de parler de ça avec quelqu'un. Voilà, je suis sûre qu'elle sera toute contente de pouvoir partager avec vous si vous sentez l'élan. Et puis, est-ce que tu as pu observer ce basculement lorsque la personne n'a pas forcément envie de se confier? Elle se demande pourquoi elle est là et qu'avec l'écoute, elle s'ouvre finalement et se rend compte que ça fait du bien de se confier, comme si on casse la coquille et puis finalement, ça faisait du bien quand même. Ouais. Écoute, je dirais qu'en fait, pour moi, je pense qu'une personne qui n'a pas envie de se confier, c'est probablement parce que je lui ai pas donné envie ou l'occasion de le faire. Donc je sans me culpabiliser du tout, mais je cherche en moi comment j'ai été incompétente, c'est peut-être pas le bon mot, mais comment ma posture était pour qu'elle n'ait pas envie de se confier à moi. Ouais.
Et puis, une personne qui se sent vue, écoutée, on en parlait, à qui vous laissez toute la place. En général, elle se confie et puis elle vous honore vraiment. Elle est dans la gratitude. Je pense que c'est avant tout le lien que co-construit la doula, le soignant, le thérapeute, qui donne la nature de la relation. Et puis de pas venir avec ses grosses chaussures, parce que vu que je suis aussi infirmière à domicile, parfois je connais pas les gens, c'est la première fois que je les rencontre. Et je me dis des fois, c'est pas venir tout de suite parler de la maladie, ce qui va pas. Et puis des fois, c'est juste de créer un lien avec autre chose, parce que la personne, elle veut pas se sentir qu'elle est que la maladie, en fait. Exactement. Et c'est un être humain avant tout. Puis Oui. c'est vraiment, j'ai l'impression, une porte d'entrée avec les gens. Oui. Et pas venir à moi, c'est bon, je suis infirmière, je sais ce qu'il faut faire, nanana. Et plutôt se mettre au même niveau, quoi. C'est ça tout aussi. Tout à fait. La personne, on n'est pas défini par la maladie, voilà, tu vois. Ouais, tu lui poses pas ton étiquette directement avant de mettre un pied chez elle. Tout de suite dire, comment ça va, l'élimination ou l'alimentation, parce que voilà, peut-être qu'elle va se braquer, elle va se dire, ouais, mais c'est bon, on me pose 1000 fois la même question, mais moi j'ai envie d'autre chose, de parler d'autre chose aussi. Donc, comment elle va, elle, maintenant, voilà, à l'instant T. Oui, aussi. Donc voilà. Et puis, donc, pour ce podcast, pour cet épisode, j'avais choisi l'art d'écouter avec son cœur. Donc, je pense que tout ce que tu as partagé, c'est vraiment le lien avec son cœur. Et, d'écouter, c'est tout un art, entre guillemets, parce que justement, il y a des outils qu'on utilise, il y a qui on est finalement, puis on crée à l'instant T, comme tu as dit aussi. Et c'est une co-création avec l'autre. Donc c'est comme être un artiste avec l'autre, en lien avec ce cœur, voilà. Et pour toi, qu'est-ce que ça t'évoquerait, ce titre? Je le trouve magnifique. Tout de suite, je trouvais que c'était présomptueux parce que j'imaginais pas que ça pouvait être un art, mais finalement, oui, je pense que j'ai l'art d'écouter avec mon cœur et c'est l'essence véritable, en fait, qui permet de mettre en relation l'expérience humaine et l'âme. Oui. Et c'est se connecter à soi, aux autres et aussi à l'au-delà. Oui, exact. Et puis donc, si vous avez bien suivi cet épisode, on avait donc commencé par bien expliquer ce qu'est une doula. On avait aussi parlé de la communication, le fait d'être thérapeute. Et puis là, j'avais envie de terminer avec toi pour plutôt axer sur tes activités. Donc, t'en as parlé pas mal pendant cet échange, mais pour résumer justement, quelles sont les activités que tu proposes actuellement? Il y a aussi un livre auquel tu as participé, Prendre corps, par Sarah Nadjar. Et voilà, tu peux partager aux autres un peu par rapport à ça. Alors c'est vrai que j'ai déjà pas mal parlé de quelle est ma valise de Mary Poppins, qu'est-ce que je propose. Je peux dire également que j'ai eu la chance de participer, d'avoir témoigné de ma mission de doula de fin de vie dans la BD reportage de Sarah Nadjar, Prendre corps et si on parlait de la mort, qui est sorti en avril 2025. Donc c'est le 3e ouvrage de Sarah. Sinon, je propose des cafés deuil une fois par mois. Maintenant, ils ont lieu à Grange-Marnant, chez Marie, que tu évoquais justement au tout début d'interview. Et je pense que tu me demandais en aparté ce qui motivait les gens à venir au café deuil. Je pense que ceux qui décident d'y participer, ils trouvent un soutien, une compréhension, un non-jugement, un respect mutuel, beaucoup de douceur, un baume pour apaiser leurs blessures et surtout ils tricotent des interactions sociales entre eux et j'avais encore un café deuil hier et c'est un moment hors du temps, un cocon de douceur, c'est un cadeau qui se font, je trouve, à venir participer à ces cafés deuil. Ils se font passer en premier. Et voilà, et ils se sentent normal aussi parce qu'ils entendent des récits d'autres personnes qui ont vécu des choses jamais similaires, mais ils peuvent se reconnaître dans la peine de l'autre. Et voilà, même
même si on le dira jamais assez, chaque deuil est singulier. Et puis, ils me disent souvent que c'est le seul endroit où ils peuvent se confier, parler de leurs défunts, parler d'eux, sans se sentir jugés. Et puis, il y a une personne qui nous disait une fois qu'après moins d'une année, ses proches, après qu'elle ait perdu son fils, en fait, ça faisait même pas une année, et ses proches, même ses proches, très proches, la famille proche, lui disait qu'elle devait passer à autre chose, en fait. Il voulait plus l'entendre parler de son fils décédé. Mm-hmm. Alors au café deuil, je demande à ce que personne ne donne d'injonction. Pas de tu devrais faire ci, il faudrait que moi j'ai fait comme ça, mais il y a même pas besoin de le préciser. Les gens ils savent, ils sentent, et c'est un moment vraiment hors du temps, je trouve, et très précieux. Donc ça c'est une fois par mois seulement, mais le mercredi, c'est le mercredi après-midi. Après-midi, ouais. C'est le mercredi après-midi, pour l'instant, c'est de 14h30 à 16h, donc à Grange-Marnand, chez Marie. Et puis, tu me demandais qu'est-ce qui pourrait peut-être freiner les gens à être dans un groupe ou à venir à un café deuil. Je dis peut-être parce que je ne sais pas exactement, parce que ceux qui ne viennent pas me le disent pas pourquoi ils viennent pas, mais c'est des suppositions. Il y a peut-être la peur du qu'en dira-t-on. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment fait le choix de ne pas proposer les cafés deuil dans mon village, mais d'être un petit peu à distance. Une ville, les cafés deuil rencontrent beaucoup de succès dans les villes. Il y a quand même l'anonymat de la ville qui, je pense, qui est pour quelque chose. Et ils ont peut-être la peur de ne pas se sentir appartenir, de ne pas être légitime. Il y a une dame qui me disait, mon mari, il a la maladie d'Alzheimer, je pense que vous ne savez pas ce que cela implique pour moi, elle disait au café deuil. Parce que c'est pas le même genre de deuil. Moi, j'ai pas perdu un fils. On se compare, on est humain, on se compare, et il n'y a pas un deuil pire que l'autre. Oui, c'est pas une compétition. C'est pas une compétition. C'est ça. Voilà. Et puis, aussi, quand même, pour certaines personnes, parler de la mort, c'est tabou. Ça reste quand même tabou. Ça s'ouvre de plus en plus, mais ça reste compliqué. Ouais. Donc du coup, les gens qui veulent suivre tes actualités, savoir les dates des cafés deuil, etc., ils peuvent te trouver sur ta page Instagram que je partagerai sous le post de cet épisode. Tu as aussi une page Facebook et puis les cartes de visite donc que tu peux distribuer aussi. Donc ceux qui veulent mettre une carte dans leur cabinet, n'hésitez pas à contacter Anne. Je suis sûre que elle sera toute contente, et puis ça permet aussi de faire connaître Anne, qui est une magnifique personne et que vous avez pu mieux découvrir dans cet épisode. Et si son énergie vous parle, n'hésitez pas à mettre ses cartes. Je pense que c'est un bon moyen aussi de faire connaître les gens. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aurais envie de dire? Oui. En fait, il y a quelques mois, je répondais à une journaliste de la RTS qui a fait un petit reportage et qui me disait, mais c'est magnifique ce que vous faites, moi je pourrais jamais faire ça. Et puis je lui ai quand même répondu, on est tous capables d'apporter de l'aide à notre prochain en lui donnant la main, même rien qu'une fois. Un sourire, un geste, voilà. Et puis je citerai Christian Bobin qui dit: par notre geste, notre présence, on le fait se sentir aimé. Et comme on le dit, la certitude d'avoir été un jour, ne serait-ce qu'une fois aimé, et c'est l'envol définitif du cœur dans la lumière. Très beau. C'est vrai. Très beau. Merci d'avoir choisi cette fin de... J'ai envie de dire cette fin d'échange, parce que ça permet de clôturer tout ça avec cette énergie d'amour, je suis sûre, qui nous a accompagnés en faisant notre échange. C'est ça. Ouais. En tout cas, j'espère que cet échange vous a beaucoup touché aussi, comme moi ça m'a touché, parce que j'adore écouter Anne, j'adore
entendre ses partages, son histoire de vie, et puis en tant qu'infirmière, moi je pourrais en parler des heures et des heures de tout ça, de notre métier, mais de notre humanitude, c'est comme ça qu'on dit finalement, et puis qu'on est tous en chemin, tu l'avais dit aussi, qu'il n'y en a pas un soignant meilleur que l'autre, parce que j'ai l'impression dans cette société actuelle, on veut toujours plus, être plus, avoir une formation de plus, qui sait qu'il y a la dernière technologie, et puis finalement on s'oublie soi-même et on oublie même le pourquoi on a choisi d'accompagner les autres. Donc voilà. Merci Anne, merci à tous. Merci infiniment. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir.